Pierre Laplane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour l'association des DRH des grandes collectivités de vous compter parmi nous dans le cadre de cette série de podcasts. Vous êtes dirigeant territorial. Ces 10 dernières années, vous avez occupé les fonctions de directeur général de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Vous prenez actuellement vos fonctions de directeur de l'agence d'urbanisme de Strasbourg. Et avant vos diverses fonctions à Strasbourg, vous avez été directeur général dans plusieurs communes et agglomérations, dont Mulhouse, Chambéry et Beauvais. Vous avez, durant ces plus de 30 ans d'expérience territoriale, toujours eu à cœur de partager, transmettre, notamment aux futurs fonctionnaires, par le biais d'interventions, de formations. Nous sommes plusieurs à vous avoir connu comme ça. Et vous avez également présidé le jury d'administrateurs et administratrices territoriales en 2014. Donc avec ce parcours, ces expériences, c'est naturellement que l'association des DRH, des grandes collectivités, a pensé à vous pour ouvrir ce cycle de podcast sur l'éthique et la fonction publique du 21e siècle. Donc, merci par avance de cet échange qui va être basé sur un dialogue entre nous. Alors, je débuterai ainsi ce sujet-là que nous avons choisi, l'éthique et la fonction publique territoriale. Est-ce que ça vous fait réagir ? Bien sûr que ça me parle parce que l'éthique est d'une préoccupation qui est beaucoup plus présente dans la vie de nos collectivités, la vie de nos administrations. On est rentré progressivement dans l'éthique, mais maintenant elle s'impose à nous. Il est donc extrêmement important que les managers et l'ensemble des collaborateurs puissent s'en nourrir. Alors, pour ce qui me concerne, ce que je pense, c'est que l'enjeu de l'éthique, il est de 3 ordres. C'est d'abord un enjeu individuel. Anicet Leport parlait de responsabilité individuelle. C'est aussi un enjeu collectif, donc une responsabilité collective. Et puis, c'est aussi un acte managérial très, très important. Et je pense qu'il doit y avoir une forme d'alignement entre les pratiques de chacun, la culture de l'administration, de la collectivité, et puis, bien évidemment, les postures des dirigeants et des encadrants de la collectivité. Ça me paraît extrêmement important. Bien évidemment, l'exemple vient d'en haut. Comment nous sommes rentrés dans l'éthique et comment je pense qu'il faut y rentrer, il n'y a pas un grand soir. Je pense que c'est une construction qui est progressive, c'est une prise de conscience qui est progressive. Je pense qu'elle se nourrit beaucoup de l'échange, parce qu'on a tous envie d'être éthique, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours les bons repères, qu'on peut manquer seul d'une vision suffisamment juste de ce qu'est l'éthique. Et je pense essentiel que ce soit un temps d'échange, un moment d'échange, un sujet d'échange au sein de la collectivité. J'avais envie de dire un maître mot pour moi, c'est la pédagogie. Et la pédagogie, elle fonctionne bien dans un cadre qui doit être à la fois structuré, donc on ait une charte, on ait une direction, et en même temps un climat. Et ce climat, il doit être celui de la bienveillance. Parce que ce sujet comme un autre est un sujet important, mais il faut que chacun se sente en confiance pour en parler et pour aussi sans doute pérenniser ce qui doit être pérennisé dans ses pratiques professionnelles, mais aussi les faire évoluer quand elles doivent évoluer. D'accord, merci. Alors, ce que vous dites, ça me fait penser aussi à la façon dont l'éthique a été appréhendée ces dernières décennies. Vous avez débuté votre carrière après l'adoption des lois sur le statut de la fonction publique, mais dans les années 80. Quelle est votre vision rétrospective justement de ces questions, comment elles ont été approchées progressivement
Je pense c'est vrai que ce qui nous a nourris, et je crois que c'était encore extrêmement présent dans les années 80. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1980. C'est à la fois les valeurs qui habitaient les fonctionnaires, parce que je pense qu'il y avait une génération qui avait souvent choisi de rentrer dans la fonction publique. Moi-même, quand j'ai fait mes études, la fonction publique attirait beaucoup plus qu'elle n'attirait. Je pense que le service de l'intérêt général, c'est, il me semble, quelque chose qui nous parlait de façon très, très concrète. Et puis, il y avait, et je pense que la loi de 84 qui a aidé, il y avait un ensemble de règles statutaires qui se sont créées. Donc, je pense qu'on est rentré par les règles. On est rentré par le statut et donc par une forme d'encadrement juridique assez normalisé. Alors que, me semble-t-il, progressivement, on évolue vers plus de responsabilité, plus de capacité des acteurs locaux à se saisir de ce sujet et peut-être passer de la règle au contrat. Je pense que l'éthique aujourd'hui, comme la posture de collaborateurs dans une administration engagée que nous voulons, c'est un contrat. Et quand on dit contrat, c'est un contrat qui se renouvelle, qui a un côté, j'allais dire, vivant. Non pas que la fonction publique, dans son cadre statutaire, n'est pas vivante, mais elle est très encadrée. Là, je pense, c'est pour ça que j'insiste sur la notion. Pour moi, c'est une composante d'un projet d'administration, en fait. Et donc, l'éthique et la question de l'éthique a évolué comme a sans doute évolué la vision qu'on peut avoir des organisations, c'est-à-dire qui sont plus en responsabilité, en capacité de développer leurs propres projets, à se saisir de ces questions sociétales qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Mais je dois dire aussi, et Anicet Leport le redisait, que la loi de 84 préfigurait un peu ça, puisqu'elle mettait en avant la capacité pour un collaborateur d'être aussi un citoyen, et la nécessité même qu'il soit aussi un citoyen. Et je pense que une pratique éthique, c'est aussi une pratique qui va avec la dimension citoyenne d'un fonctionnaire et d'un agent des collectivités. Merci. Je reviens sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure, la question de l'enjeu managérial. Hein, c'est lié en fait l'éthique à un projet de management. Vous avez mentionné aussi l'enjeu de la charte, du contrat et puis aussi de la bienveillance. Alors, ce terme de bienveillance, on l'emploie souvent maintenant. J'aimerais bien avoir votre définition personnelle de la bienveillance. Pour moi, d'abord, la bienveillance, c'est la capacité d'écoute. Et c'est donc l'installation d'un climat qui permet l'écoute. Donc, j'allais dire, dans des bureaux, il y a des portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent. Donc, la bienveillance, c'est une forme d'accueil de la parole de l'autre. Donc, la capacité d'expression de chacun. Et cette capacité, sans jugement a priori. Et donc, c'est, j'allais dire, pour moi, une organisation bienveillante, c'est d'abord une organisation à l'écoute de chacun de ses collaborateurs. Et après, c'est une organisation où on se parle et où chacun a droit à la parole. Et donc, ce n'est pas une vision descendante du dialogue, c'est d'abord se dire que d'abord, nous sommes tous, quelles que soient nos fonctions, des collaborateurs, des professionnels qui ont envie de s'épanouir dans leurs fonctions et dont la parole doit être donc entendue et compte. Donc, c'est en sens, et ça vaut pour l'éthique comme pour beaucoup de sujets. C'est pour ça que j'insiste sur oui, c'est ça. Pour moi, la bienveillance, c'est à bien installer un climat qui rassure et qui permet l'expression et qui permet l'épanouissement de chacun.
Et en même temps, alors là, moi, je parle plus comme professionnelle avec mes modestes 15 années d'expérience. Les collectivités, comme vous le dites, ce sont des organismes vivants et qui vont être traversés aussi de contradictions. Et notre rôle dans le management, c'est aussi ça, pouvoir gérer ces contradictions avec la transparence nécessaire et parfois aussi nos propres contradictions internes, quoi, hein. On peut être traversé aussi quand on dirige, je pense, des organisations traversées par ces contradictions. Vous, en termes de posture professionnelle et de ressources personnelles, si vous voulez bien les partager, qu'est-ce que vous activez dans ces moments-là? Ça a dû vous arriver, je pense, depuis Alors, le début de votre des, des- carrière. des tensions, bien sûr, des difficultés, des désaccords, hein, assurément. Je pense important d'abord de donner le temps de la parole, de l'expression. Et moi, dans une organisation pour moi qui fonctionne bien, c'est une organisation où il y a à la fois des temps d'expression qui sont des temps encadrés, qui sont des temps de validation, qui sont des temps de portage de projet. Et puis, il faut aussi des temps informels qui permettent, j'allais dire, d'identifier les difficultés et de les traiter. J'allais dire vraiment à géométrie variable. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Il n'y a pas de formule toute faite. Mais par contre, se dire, quelle que soit la difficulté, il y a toujours il y a toujours place pour le dialogue, y compris dans les périodes de très forte tension. Moi, j'ai connu, quand j'étais directeur général des services de Chambéry, le personnel qui était en grève depuis une semaine, la collecte des ordures ménagères qui n'était plus assurée d'une semaine, des agents de la collecte manifestaient devant mon domicile. J'avais un logement de fonction le samedi matin. Là, je suis descendu, j'ai discuté avec eux et ça a permis de restaurer un dialogue qui n'avait pas été possible dans un cadre formel. J'ai vécu aussi à peu près la même situation, une grève aussi très dure des agents à 8 jours des élections. Je dois dire que j'avais bénéficié à cette occasion de la part de mon maire aussi d'une relation de confiance, parce que c'est aussi ça qui est important. Il y a le rôle des managers, le rôle bien entendu des encadrants, mais les élus ont aussi leur rôle à jouer. Les élus doivent aussi permettre l'expression de ce climat de confiance. Voilà. Donc, moi par rapport à ça, mais ça vaut pour toutes les postures managériales. Je pense que pour bien traiter des situations de conflit, des situations de tension, des désaccords, il faut être à un bon niveau de confiance soi-même. Et puis, il faut faire confiance et faire confiance, se dire que on s'en sort toujours quand il y a une volonté partagée. Et je pense que le rôle du manager, c'est de trouver les lieux qui vont permettre d'abord l'expression de la crise et puis après sa sortie. Très bien, merci. Vous parliez de crise, on est en plein dedans dans une crise chronique qui s'installe et je pense que ces termes de confiance, dialogue, partage vont nous aider encore pour les prochains mois. Pierre Laplane, merci beaucoup pour votre témoignage qui nous inspire. Est-ce qu'il y a un dernier point que vous souhaitez partager? Un point que je souhaite partager, vous parliez de la crise d'aujourd'hui. Oui. Bien évidemment, on voit les difficultés que nous rencontrons dans l'espace, dans toute la société, mais comme dans nos organisations. Mais moi, je trouve qu'il y a un bouillonnement aussi extraordinaire. Je pense que cette crise, elle va aussi avoir elle va nous donner des opportunités. Je pense qu'elle va nous amener à repenser la façon dont nous travaillons au sein des organisations, parce qu'il y a eu énormément d'initiatives qui ont été prises par les agents. Je pense qu'elle doit interpeller beaucoup les managers. Et moi, le message que je voudrais peut-être adresser, c'est
ne passons pas à côté d'une bonne analyse de la crise et des potentialités qu'elle a révélées. Parce que dans nos organisations, je pense qu'il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup d'énergie qui sont en jachère. Et c'est à nous d'aller chercher ces compétences et ces énergies qui sont en jachère, parce qu'on ne leur a pas toujours laissé la possibilité de s'exprimer. Et ce qui fait que ces derniers mots font écho aussi à l'intervention précédente d'Anissé Le Pors, qui voit dans le service public un grand avenir. Bien, merci Monsieur Laplane pour votre intervention.